Et c'est parti pour la deuxième journée de notre tour des régions à Dakhla. Aujourd'hui, Média 24 va recevoir 4 invités sur son plateau avec qui nous allons échanger sur la dynamique régionale. 3 principaux secteurs seront mis en lumière: l'agriculture, le tourisme et la santé. Nous recevrons donc sur notre plateau Yann Jartad, président du conseil de la région de Dakhla Ouad Dahab, Yahlaoui Khalid, directeur de l'agriculture de Dakhla Ouad Dahab, Midi Benayi, directeur général de l'hôtel Bavarou à Dakhla, et Amal Raji, directrice pôle exploitation chez Actital. Vous allez également découvrir nos 2 reportages réalisés à Dakhla par notre équipe. Je vous dis bon visionnage. Chers lecteurs et lectrices de Média 24, bonjour. Nous sommes à Dakhla, la perle du Sud. Quand on évoque Dakhla, on pense d'abord pêche, tourisme en priorité. Mais depuis quelques années, de nombreux projets structurants ont été lancés et on parle désormais du grand port de Dakhla Atlantique, du gazoduc qui va relier toute la façade atlantique du continent. On parle aussi du raccordement électrique avec le branchement de Dakhla à Casablanca et plein d'autres projets. Pour discuter de cette dynamique de transformation de la région de Dakhla Ouad Dahab, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le président du conseil de la région de Dakhla Ouad Dahab, M. Yann Jartad. Monsieur Jartad, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Comme je vous ai dit, M. Jartad, en fait, on remarque qu'il y a une importante dynamique de développement de la région de Dakhla Ouad Dahab ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette mutation que vit la ville? Oui, il faudrait dire d'abord que la région de Dakhla Ouad Dahab regorge de beaucoup de ressources naturelles, mais cela ne suffit pas. Donc il y a d'abord une volonté royale ferme de faire de la région de Dakhla un vrai pôle économique. Donc pour cela, ça s'est traduit sur le terrain par une vision royale claire et clairvoyante et qui a donné naissance à un nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui est un ensemble de projets pour doter la région d'une infrastructure qui permettra son développement d'abord et à ce qu'elle soit un pôle économique prometteur dans la région. Donc toute cette vision royale, elle tourne autour de créer un pôle économique au niveau de la région qui va servir non seulement comme levier économique national, mais aussi qui va servir pour une coopération sud-sud qui a toujours été l'un des thèmes les plus importants que Sa Majesté le Roi a toujours souligné dans ses discours, entre les pays du Sahel, l'Afrique subsaharienne et le Maroc à travers ce nouveau pôle. C'est l'initiative atlantique. Donc je vais citer ici quelques projets qui sont clés. D'abord le méga projet du port atlantique qui va révolutionner toute la région et qui va ouvrir beaucoup d'opportunités d'investissement. Et ce port est braqué, à mon avis, sur l'Afrique subsaharienne et sur les Amériques. Ça va être une plateforme d'abord commerciale, mais aussi ça va être une plateforme logistique importante. Comme vous savez, le marché africain est l'un des marchés les plus importants dans l'avenir. En 2050, on aura un tiers des consommateurs mondiaux sera africain. Sur le continent. Donc le Maroc se prépare déjà, se positionne à travers ses potentialités et Dakhla est le fer de lance de cette stratégie économique. Donc vous voyez la vision de Sa Majesté. Je parlerai des initiatives, les initiatives qui ont été lancées par Sa Majesté. Si ce n'était pas cette vision complémentaire qui d'abord, en premier lieu, avait comme objectif de doter la région de Dakhla des infrastructures suffisantes pour pouvoir jouer ce rôle, on n'aurait pas passé à la deuxième étape. Donc, je pense que des méga projets comme
le branchement de Dakhla au réseau national électrique, qui est un projet réalisé à 100%, déjà. Le port de pêche de l'Mhiriz, qui a été réalisé à 100%. La route nationale, qui est très importante aussi, qui a été réalisée à 100%. Parce que là, il faudrait qu'il y ait un hub routier, un hub maritime et un hub aérien. Donc tout cela, comme vous avez dit, nous permet de passer à traduire sur le terrain cette vision royale complémentaire. D'abord, ouvrir la façade atlantique au pays du Sahel, ouvrir aussi la côte marocaine pour qu'elle serve pour lier le gazéoduc qui part du Nigeria et qui va lier 13 pays africains pour les lier au réseau européen. Et cela est à mon avis, va positionner la région de Dakhla comme étant un véritable hub économique sur tous les plans. Les secteurs économiques leviers de l'économie régionale, vous savez, l'agriculture, les 5000 hectares qui vont être irrigués à travers... Ils sont en cours, je pense. Les 5000 hectares, c'est en cours. Oui, mais ils sont pratiquement réalisés. La station de dessalement d'eau, elle va être réalisée avant juin. D'accord. De l'année prochaine. Et n'oublions pas que c'est des projets économiques de développement durable. Parce que l'énergie est une énergie propre. Donc cette station va être alimentée par des éoliens. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un joyau, comme on dit. C'est d'abord conforme aux normes requises en matière d'environnement, mais aussi ça va renforcer et positionner la région de Dakhla comme une région agricole de grande valeur, car tous les produits que nous exportons d'agriculture, ce sont des produits de haute valeur marchande qui sont vendus sur les marchés les plus prestigieux, américains, européens et autres, notamment la tomate cerise, le melon, le myrtille, les fruits rouges. Donc tout cela, c'est l'avenir. Donc en matière, pour le tourisme, Dakhla aussi est une destination touristique importante. Et pour développer le tourisme... Quand on vient, on voit qu'il y a plusieurs chantiers touristiques qui sont en cours. Et pour développer le tourisme, il a fallu développer la connectivité aérienne. Exactement. Et c'est ce qu'on a travaillé. On a travaillé sur cela et on continue à travailler. Vous savez, il y a 3 jours, nous avions reçu l'une des plus grandes compagnies mondiales, Ryanair, qui va desservir des destinations importantes comme Madrid et Lanzarote. Et on verra avec d'autres destinations comme Londres et autres. De négociation. Bien sûr. Et là, je salue le ministère du Tourisme qui travaille en collaboration avec la région pour développer cette connectivité aérienne qui est indispensable au développement des secteurs touristiques. Mais n'empêche, Dakhla aujourd'hui est la première destination au Maroc pour le sport nautique, notamment le kitesurf et autres. Et comme vous l'avez bien dit, vous pouvez l'observer, plusieurs chantiers, des hôtels, des auberges et autres pour renforcer ce tissu économique touristique et qui va ouvrir beaucoup d'opportunités et va créer beaucoup de postes de travail. Comme l'a dit, les projets structurants sont importants et donc c'est qui vont placer un peu Dakhla, comme vous avez dit, comme étant un hub économique qui va à la fois porter le développement de la région mais aussi du Maroc et du continent. Il y a un programme de développement régional qui a été validé, je pense, en juillet 2023, qui porte sur 4,5 milliards de dirhams et qui porte sur plusieurs axes. Où est-ce qu'on en est dans le déploiement justement de ce programme de développement régional? Oui, nous comptons réaliser ce programme de développement régional avant la fin de notre mandat. D'accord. Le programme en lui-même est complémentaire au programme passé, mais aussi au nouveau modèle de développement des régions du Sud. J'en citerai quelques projets qui vont être très importants, qui vont non seulement booster l'investissement dans la région, les zones logistiques de Guerguerat et de Birgandouz, qui sont 30 hectares chacune et qui sont en voie de réalisation, qui sont en voie de finalisation. D'accord. Vous avez la zone logistique du port, qui est la West Africa Free Zone, qui est une zone aussi
importante pour l'investissement, pour créer exactement cette infrastructure qui va servir pour les investisseurs qui vont arriver à accueillir les investisseurs. Et vous avez d'autres projets, notamment des projets de réhabilitation de l'assainissement de la ville, des grandes artères qui vont être, d'ailleurs, les travaux ont déjà commencé, vous l'avez bien vu. Vous avez des projets pour l'eau qui sont importants. Sûr. Parce que la ville est une ville qui croît, qui se développe très vite et avec un nombre d'habitants qui se multiplie. Donc, il faudrait prévoir toutes ces choses et le programme de développement régional exactement est venu exactement pour pallier pour répondre à ces besoins. D'accord. Vous l'avez bien dit, je rebondis sur ce que vous dites. La ville est en train de croître et donc on s'attend justement à une multiplication démographique aussi. Et donc, peut-être je vais dévier un peu de l'investissement, de la promotion et parler un peu de la santé, des sujets sociaux. Qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner cette croissance démographique? Déjà, quand on voit le dernier recensement, je pense que la région de Dakhla est parmi ceux qui ont connu le plus de croissance démographique et on s'attend à plus avec toute cette transformation que vit la région. Dakhla, aujourd'hui, on a d'abord voulu faire de Dakhla un hub de formation. D'accord. Parce que la région a signé des conventions avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour d'abord l'ENCG, l'EST et d'autres écoles supérieures. Et nous avons plusieurs écoles de formation professionnelle qui sont très importantes et surtout dans les secteurs économiques clés de la région. Donc la formation, elle doit être en symbiose avec les secteurs économiques existants et qui vont exister dans l'avenir pour répondre exactement au marché de travail. Voilà. Donc le deuxième élément, c'est la santé. Vous savez, nous avions reçu tout dernièrement la clinique Akdital qui a ouvert ses portes et qui va renforcer exactement ce secteur vital important pour tout développement économique. Car les investisseurs, quand ils viennent, ils demandent aussi la santé. Bien sûr. Donc, nous avons aussi une clinique qu'on a réalisée, nous, au niveau de la région, sur 2 hectares, avec une société espagnole qui va la gérer. Nous avons le CHU qui est en train d'ouvrir sa porte ici avec une faculté de médecine et un CHU Mohamed VI. Donc, ça va aussi booster la santé au niveau de la région. Je pense qu'au niveau de la santé, la région de Dakhla va être dotée de cliniques et de moyens très, très importants qui vont accompagner cette dynamique de développement. D'accord. Dernière question, Monsieur Khatat. Justement, on parle d'investissement et de promotion, développement économique de la région. Il y a quelques jours, il y a eu une grande délégation d'hommes d'affaires français qui sont venus, qui ont visité la région. Je crois savoir aujourd'hui qu'il y avait des délégations britanniques, d'autres délégations qui viennent. Donc les délégations un peu du monde entier défilent un peu dans les provinces du Sud pour voir un peu les atouts économiques et d'investissement qu'il y a. Comment ça se porte? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez peut-être annoncer bientôt? Bien sûr. D'abord, ces délégations qui nous visitent, ils viennent voir. Et la première observation qu'ils font, c'est d'abord le niveau de développement qu'a connu ces régions du Sud, particulièrement la région de Dakhla. Cette délégation française, j'ai eu l'honneur de la recevoir. Ils ont tous été ébahis du niveau de développement qu'a connu les régions du Sud. Et ils sont prêts avec, bien sûr, monsieur l'ambassadeur était accompagné de plusieurs investisseurs français qui sont là pour prospecter les terrains, pour développer des idées d'investissement dans les différents secteurs. Les secteurs sont déjà pratiquement intéressés pour le secteur énergétique, le secteur du tourisme, l'agriculture. On a des investisseurs français ici, mais il faudrait que ça se multiplie avec la nouvelle position française que je salue, de reconnaître la souveraineté marocaine sur son Sahara. Mais vous avez aussi un autre facteur important. Comme j'ai dit, la région est aujourd'hui prête à recevoir des investisseurs grâce à la vision royale, grâce à la volonté royale,
grâce au nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui était une panoplie de projets qui ont servi pour renforcer davantage le positionnement de cette région en tant que région qui peut drainer beaucoup d'investissements français. Mais aussi, je dirais qu'il y a une autre dynamique politique qui accompagne la dynamique économique. Vous savez que Dakhla, ici, nous avons 18 déjà consuls. Bien sûr. Et d'autres consulats vont voir le jour rapidement. Les choses bougent ici à Dakhla. C'est une région en pleine mutation. Donc nous pensons que l'avenir très proche sera prometteur pour cette région. Inch'Allah, c'est le meilleur. Nous souhaitons que le meilleur pour la région et on vous donnera justement peut-être rendez-vous l'année prochaine pour faire un point justement sur les pas qui seront franchis entre-temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers lecteurs et lectrices de Média 24, on a parlé de plusieurs projets. Nous vous laissons tout de suite avec un reportage sur le port Dakhla Atlantique. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي مشروع ملكي مهيكل يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية عن طريق توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة. المشروع عبارة عن ميناء بالمياه العميقة سيمكن من استقبال بضائع مختلفة بسعة سنوية تناهز 35 مليون طن سنويا. هذا المشروع سيكلف ما يناهز 13 مليار درهم والأشغال ستستمر إلى غاية متم 2028. حاليا بلغت نسبة تقدم الأشغال 24%. يسهر على إخراج هذا المشروع للوجود سواعد وعقول مغربية. هذا المشروع سيخلق ما يزيد عن 2500 منصب شغل. يشتغل حاليا في ورش ميناء الداخلة الأطلسي ما يزيد عن 1700 شخص بين مهندسين وتقني وعامل. بمحاذاة ميناء الداخلة الأطلسي هناك منطقة لوجستية مينائية بمساحة 650 هكتار، وعلى بعد أقل من 7 كيلومترات هناك منطقة للأنشطة الاقتصادية بمساحة 1000 هكتار. هذه المناطق ستساعد في إيواء أنشطة اقتصادية متنوعة كالتجارة والصناعة وغيرها، خاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خصوصا. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes donc à Dakhla dans le cadre de ce magnifique événement consacré à la promotion et à l'investissement dans la région de Dakhla Oued Dahab. Je suis avec Sir Khalid Ya'laoui, le directeur régional de l'agriculture pour la région de Dakhla Oued Dahab. De quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler de quelque chose d'assez inattendu, d'assez inédit, en tout cas de totalement inédit. Qui aurait cru, pendant cette période de pénurie hydrique, de réchauffement climatique, de difficultés de l'agriculture, que certaines zones du Sahara marocain allaient venir au secours du reste du Maroc par une production agricole de bonne qualité et de bonne quantité. C'est le cas avec le fameux périmètre irrigué par l'eau de dessalement et qui est en train d'être finalisé dans la région de Dakhla Oued Dahab. Sir Khalid Ya'laoui, bonjour. Bonjour. Shukran.
Shukran lakoum. Barakallahu fik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer par une question générale. Quel est l'impact de la génération green au niveau de la région d'El Dakhla ou Dahab? Bon, donc d'abord, peut-être qu'il faut commencer par parler du plan Maroc Vert, donc, qui a été mis en place au niveau national et à l'instar des autres régions. Donc, il a touché la région de Dakhla ou Dahab. Donc, ce plan Maroc Vert, il a eu des impacts bénéfiques sur le plan économique et sur le plan social. Donc des résultats très probants ont été réalisés en termes de développement des filières de production, que ce soit des filières de production animale, végétale, et en matière d'organisation de la population, notamment dans les produits de terroir. Donc, et pour préserver ces acquis et en même temps pour donner de l'importance et relever le défi de développement du facteur humain, donc j'ai le plan Génération Green qui vient pour concrétiser les acquis du plan Maroc Vert et en même temps pour relever le défi du développement humain. Donc maintenant la priorité elle est donnée au facteur humain. Donc à travers, la création d'une classe moyenne agricole, donc en particulier à travers des petits lots attribués dans le cadre du projet de dessalement, mais aussi à travers la création d'entreprises agricoles et para-agricoles dans le domaine de l'agriculture ou les services. Également, c'est l'occasion de continuer donc, les efforts entrepris dans le cadre du plan Maroc Vert en matière de développement des filières de production animale et végétale. Très bien. Merci Si Alaoui. Vous venez de citer justement la station de dessalement. Oui. Donc, comme disait une personnalité au Maroc il y a quelques mois, l'agriculture nécessite d'abord de la terre et de l'eau. Bon, ici, dans cette région, il y a la terre, mais il n'y a pas l'eau. L'eau n'est pas facile à trouver. En tous les cas, elle n'est pas facile à trouver. Et ce n'est pas l'eau de pluie. Il n'y a pas de pluviométrie significative. Donc, la première chose, parlez-nous rapidement, en quelques mots, de ce projet, qui est situé, je crois, à Bir Anzaran, donc à proximité de Dakhla. Oui. Oui, effectivement, le projet de dessalement, c'est un projet qui se trouve à 130 km de Dakhla au nord, dans la commune de Bir Anzaran. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté en 2016. C'est un projet novateur dans la mesure où il fait appel au partenariat public-privé, que ce soit pour la partie dessalement ou pour la partie irrigation du périmètre de 5000 hectares. C'est un projet qui coûte aux alentours de 2,5 milliards de dirhams avec une contribution de l'État de l'ordre de 1,5 milliard. C'est un projet qui a pour objectif de préserver la nappe existante au niveau de la région, donc que les études ont montré qu'il ne peut pas supporter plus de 1500 hectares d'exploitation, mais aussi d'augmenter la superficie cultivée, irriguée. Donc pour passer de 1100 hectares actuellement à 6500, Inch'Allah, après le commencement du démarrage du projet. Exactement. On va y revenir point par point maintenant. Donc on va parler de la station de dessalement. C'était un projet public-privé. Exactement. C'est un projet public-privé qui se déroule maintenant et qui est, je veux dire l'énergie qui va être utilisée pour dessaler l'eau de mer, parce que le dessalement est un processus très énergivore. L'énergie proviendra d'une station éolienne, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et de ce fait, je suppose que le prix de revient d'un mètre cube d'eau sera probablement inférieur à tout ce qui se fait ailleurs au Maroc en matière de dessalement, logiquement. Logiquement, oui. Effectivement, donc c'est un projet de dessalement d'eau de mer en se basant comme source d'énergie sur l'énergie éolienne, qui est très disponible au niveau de la région. Donc si on parle des composants de projet, il y a d'abord l'installation d'un parc éolien, donc, qui va produire aux alentours de 60 MW par an.
Il y a également l'installation de l'unité de dessalement qui va permettre de dessaler 37 millions de mètres cubes par an, dont 7 seront dédiés au renforcement de l'offre d'eau potable au niveau de la ville de Dakhla ou les environs, et 30 millions de mètres cubes seront réservés pour l'irrigation des 5000 hectares. Effectivement, l'utilisation de cette énergie verte et qui est abondante au niveau de la région va nous permettre de produire de l'énergie à moindre coût. Donc certainement, ça va être moins que ce qui est pratiqué dans d'autres régions du royaume. Alors là, je sais que la station de dessalement doit être maintenant à 60% d'avancement ou 65%. Quand est-ce qu'elle sera prête? Concrètement, l'état actuel des choses, l'unité de dessalement, elle est à 35%. 35%. Donc le parc éolien à 88%. Ah, c'est ça. Le réseau d'irrigation à 70%. Donc globalement, on tourne autour de 62%. D'accord. En fait, le parc éolien produit donc l'énergie. Oui. L'énergie est transmise à l'unité de dessalement. Elle est utilisée par cette unité de dessalement pour dessaler l'eau. Ensuite, il y a 130 km, je crois, de canalisation, de conduite d'irrigation, pour transporter cette eau de l'unité de dessalement vers ce nouveau périmètre de 5200 hectares dans la commune de Bir Anzaran. C'est ça? Exactement. Bien. Alors, quand est-ce qu'elle sera prête, la station de dessalement? Bon, donc le démarrage du projet, déjà, il a commencé fin 2022. Oui. La mise en eau, donc la mise en service, que ce soit de la station de dessalement ou pour le périmètre d'irrigation, il est prévu durant le deuxième semestre de 2025. Très bien. Donc on peut espérer une mise en culture à partir de la campagne agricole prochaine, Inch'Allah. Très bien. Une fois que la station est mise en eau et que l'eau est transportée et livrée aux agriculteurs du périmètre de 5200 hectares. Oui. Il faut combien de temps pour avoir la première production? Comme vous savez, à peu près, pour disons l'essentiel des cultures qu'on va entamer au niveau de ce périmètre, c'est du maraîchage. C'est ça. Donc généralement, c'est entre 3 et 4 mois par cycle de culture. On peut supposer que le prochain hiver, Inch'Allah, il connaît pas celui-ci, mais celui de l'année prochaine. Exactement. D'accord. On va reprendre notre cheminement pas à pas pour bien comprendre. Donc dans ce périmètre irrigué de 5200 hectares, d'abord, avant d'y arriver, il y a déjà, vous l'avez dit vous-même, au moins 1000 hectares déjà exploités dans la région. Exact. Mais à partir de la nappe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont des privés? Oui, exactement. Donc déjà actuellement, on exploite au niveau de la région à peu près 1100 hectares de cultures sous serre qui sont dédiés notamment pour la production des cultures maraîchères, notamment des primeurs. Donc parmi les cultures, on trouve la tomate cerise qui donne des niveaux de productivité très importants, dépassant les 140 tonnes l'hectare. On trouve également le melon, donc qui donne un niveau de productivité consistant, qui dépasse également les 50 tonnes l'hectare. Et il y a en petite proportion la culture de myrtille, donc au niveau de la région, avec un tonnage avec une productivité de l'ordre de 15 tonnes l'hectare. Très bien. Oui. Très bien. Et ce sont des privés qui utilisent la nappe? Oui, bien sûr. La nappe se trouve là-bas à quelle profondeur? Bon, la nappe au niveau de la région de Oued Dahab, donc c'est une nappe profonde, c'est une nappe artésienne qui se trouve à une profondeur entre 600 et 700 mètres. Mais avec l'exploitation de la nappe, les pouvoirs publics ont pris la décision d'entamer une étude pour voir comment utiliser de façon rationnelle les ressources en eau disponibles. Et cette étude a montré qu'on ne doit pas dépasser 1500 hectares pour une utilisation rationnelle. Pour une durabilité de la nappe. Exactement. On est à 1100.
On est à 1100 Alors, on est à actuellement. 1100 en exploitation. On est à 1100 en exploitation. Il y a des demandes. Donc, si on prend en considération les demandes, on a déjà dépassé les 1500. Donc, il faut arrêter. Comme plafond. Il faut, bien sûr. Ça a été fait. C'est fait exactement. Il n'y a plus d'autorisation qui sont données. Maintenant, les demandes donc, qui sont envoyées à Rabat, donc là où on tranche dans le cadre d'une commission. Pas uniquement l'ADA. C'est dans le cadre d'une commission où il y a plusieurs départements ministériels et là où il siège l'ADA. Donc, où la décision est prise. Donc maintenant, à partir de maintenant, le seuil de 1500 hectares est déjà dépassé et les nouvelles demandes ne sont pas acceptées. On va revenir maintenant, on va aller un peu plus loin. On revient au périmètre irrigué de 5000 irrigués par eau dessalée de 5200 hectares. Qui n'a rien à voir avec les 1000 ou 1500 hectares exploités par ailleurs. Alors, quelles sont les personnes ou les personnes morales ou physiques qui vont être autorisées à travailler dans ce périmètre, parce que vous devez avoir une grosse demande travailler dans ce périmètre irrigué de 5200 hectares situé dans la commune de Bir Anzaran et irrigué par l'eau de dessalement, laquelle est alimentée par une station éolienne. Bon, en ce qui concerne les 5200 hectares, déjà ils ont fait l'objet d'un premier appel d'offres. Donc, parce que c'est des exploitations agricoles qui vont être exploitées dans le cadre d'un partenariat public-privé. Oui. D'accord ? Donc, un premier appel d'offres a été lancé du 5 septembre 2022. Le 5 septembre 2022. Oui. Et déjà, on a procédé à l'ouverture des offres. Et sur les 219 lots qui étaient mis en compétition, on a déjà tranché et on a attribué 140 lots. 140, il reste 79 lots restent. Donc ces 140 lots, donc ils correspondent à peu près à 3400 hectares. Très bien. Et pour les 79, c'est l'équivalent de 1780-1788 hectares. Oui, d'accord. Donc pour les lots qui restent, il y a également maintenant un nouveau appel d'offres. Donc pour les attribuer. Qui est sorti ou qui va sortir dans les prochains jours, bientôt? Non, c'est déjà sorti. Donc c'est à partir, on l'a lancé à partir de septembre, 15 septembre de cette année. 15 septembre 2024. Oui. Exactement, pour trancher dans les 79, les 79 restants. Exactement. C'est là où il y a les lots importants de 40 hectares, 100 hectares, 50 hectares, non? Les lots, donc pour vous donner une idée sur la répartition de ces lots par ordre de superficie. Oui. Donc sur les 19 lots, il y a 100 lots de petits lots. Oui. Donc entre 5 et 10 hectares dédiés aux jeunes de la région de Dakhla. Uniquement des jeunes, uniquement de la région de Dakhla. De la région de Dakhla, d'accord. Donc ensuite, il y a 79 lots donc, de taille moyenne. C'est ça. Donc entre 10 et 40 hectares. Oui, oui. Il y a des lots, des grands lots, donc qui vont de 40 à 100 hectares, qui sont en nombre de 34. Oui. Il y a des très grands lots qui ont l'obligation de procéder à l'agrégation des petits lots. C'est ça, très bien. Elles sont en nombre de 7. Et ça va faciliter la fluidité de l'ensemble, etc. C'est bien. Exactement. Donc sur les 79 lots qui restent, donc on a encore 23 lots non attribués. Les moyens lots, il reste 41. Oui. Les grands lots, il reste 12. Et les très grands lots, il reste 3. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de demandes? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Plus que de besoin. Bien sûr. D'accord. Ok. Alors maintenant, voilà, je suis attributaire d'un lot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je ne paye pas? Voilà, parce que en face, l'État a quand même dépensé 1,5 milliard de dirhams. Il m'a mis en place, il a mis l'eau à ma disposition, n'est-ce pas? Et je n'ai pas d'énergie je n'ai pas de dépenses d'énergie puisque je ne fais pas de pompage, n'est-ce pas? Alors, quelles sont mes obligations? Donc, pour les attributaires de l'eau, avant de commencer leur projet, donc ils doivent présenter un dossier. Ce dossier, il comprend des cautions. Donc des cautions pour le terrain, des cautions pour l'eau d'irrigation. Ils doivent payer le loyer
du terrain. Donc le statut du terrain, c'est un statut il y a un bail locatif. Exactement. C'est une location. Exactement. Le terrain reste propriété de l'État. Donc pour les petits lots, c'est 2,5% du coût d'investissement et pour les grands lots, c'est 5%. Du coût d'investissement fait par qui? Fait par les... Du coût d'investissement présenté dans l'offre de la personne. Donc quand il a présenté son offre, donc le coût de le projet qu'il a présenté, on prélève 2,5% de ce coût ou 5% en moyenne, selon la taille. En moyenne, on investit combien par hectare? Donc d'abord pour ces cautions et ces redevances d'eau d'irrigation et tout, donc on tourne autour de 60 à 65 000 dirhams l'hectare. Donc, et le coût d'investissement, il va de 600 000 à 1 million de dirhams par hectare. Donc il couvre tout ce qui est installation des serres. Ça, ce sont les redevances dont vous avez parlé. C'est quoi? C'est le prix de l'eau? Les redevances. Ah, c'est la redevance des 2,5 à 5%. Des 2,5 exactement, plus les cautions et tout. D'accord. Et en plus de ça, l'eau? En plus de ça, l'attributaire, il doit investir. Et cette investition, il est de l'ordre de 600 000 à 1 million de dirhams par hectare. Par hectare. Et est-ce qu'il paye l'eau? Bien sûr. C'est la redevance qu'il paye. Il paye 6 mois de la consommation de 6 mois par an. Pour récapituler, l'attributaire paye une redevance de 2,5 à 5% selon les cas de son investissement. Exactement. Plus il paye l'eau d'irrigation. Oui. N'est-ce pas? Plus il paye son investissement, bien sûr. Bien sûr, exactement. Et il apporte une caution et le bail ne dépasse pas 20 ans, en général. N'est-ce pas? 20-25 ans, je crois. Non, je crois qu'il peut aller jusqu'à 40 ans, je crois. 40 ans, ça dépend des cas. Oui. Dépend des cas et des garanties apportées. Oui. Bien. Donc ensuite, une fois que je suis attributaire et que j'ai présenté mon dossier, que le dossier est accepté, je vais signer, je pense, le contrat. Exactement. D'accord. Donc on a déjà commencé à recevoir les dossiers des attributaires. Oui. Donc que ce soit à Rabat au niveau de l'Agence de développement agricole ou au niveau d'une cellule qu'on a créée au niveau de la DERA. Oui. Donc les attributaires du premier appel d'offres ont commencé à partir du 15 novembre à déposer leur dossier. Donc on va passer incessamment à la contractualisation. Exactement. Ensuite, vous leur donnez les clés de la maison. Vous leur livrez chacun son terrain. Exactement. Une fois qu'il a son terrain, il va commencer ses travaux, probablement. Préparer la terre, n'est-ce pas? Exactement. Pour être prêt le jour J. C'est pour ça que dès la mise en eau, il suffit de 4 mois maximum pour obtenir la première production. Voilà. Parce que tout le monde sera prêt, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Le nouvel appel d'offres de 2024 sur les 79 lots restants, quand est-ce qu'on connaîtra les résultats? Jusqu'à présent, on ne peut pas se prononcer sur une date exacte, mais c'est incessant. C'est incessant. C'est incessant. Alors, concernant les 140 qui ont été attribués, est-ce qu'il y a de gros investisseurs marocains et étrangers? Oui. Donc, donc il y a pour les 140 lots attribués, il y a 77 sous forme de petits lots, donc destinés aux jeunes. Dont on a parlé. Il y a déjà quatre très grands projets avec obligation d'agrégation. Oui. Et il y a des grands investisseurs qui vont auxquels on a attribué 22 grands projets et les moyens projets. Oui. Et ce sont de gros investissements, c'est 50 millions de dirhams, 100 millions de dirhams d'investissement. Ah oui, bien sûr, c'est des investissements colossaux. D'accord. Et tout cela va créer combien d'emplois? Donc en termes d'emplois, on s'attend à une création de 30 000 emplois permanents. Direct et indirect alors? Direct et indirect, exactement. D'accord. De production, conditionnement, etc. Exactement, oui. D'accord. Alors, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on a tous compris, d'après la communication officielle, ces 5200 hectares vont peser sur la consommation et la production nationale. Ça veut dire que ça va impacter, ça va être un impact positif bien sûr et significatif. Bien sûr, oui. N'est-ce pas? Alors on espère combien et dans quelle catégorie de produits?
Donc, pour les prévisions en termes d'impact, on table sur une production de 415 000 tonnes de primeurs. Par année. Exactement. Et une valeur ajoutée de l'ordre, la dépassant un peu le 1 milliard de dirhams par an. Par an, exactement. D'accord. Exactement. Et quand on dit primeur, donc la tomate? C'est surtout la tomate cerise et le melon. Tomate cerise, melon, la tomate ronde? C'est possible, mais pour l'instant, tout ce qui se pratique au niveau de la région, c'est surtout la tomate cerise. Parce que c'est ce qui est le plus valorisé commercialement. Oui, c'est possible. Mais le besoin national, c'est plus la tomate ronde. Il n'y a pas d'exigence en termes de ronde ou il n'y a pas d'exigence. Non, il n'y a pas d'exigence dans ce sens. Ça dépend de chacun comment il sent le marché. Exactement. D'accord. Et bon, il reste 70% sont consacrés à la tomate, aux primeurs. 30% sont consacrés à... D'abord, il faut les 30% restants, 30%, ça concerne les petits projets. C'est ça. Par contre, pour les moyens et les grands projets, c'est 25% uniquement. C'est 25%. Exactement. Donc c'est entre 70 et 75 en réalité. Exactement. Voilà, d'accord. Oui. Donc, alors ce qui va rester, c'est 25 à 27, 29. Exactement. Donc pour les 25 à 30%, ils seront réservés pour des cultures comme des cultures biologiques, des cultures fourragères ou ou autres cultures. Donc il n'y a pas de... Biologique, c'est la première fois que j'en entends parler pour ce projet. Donc vous avez pensé ou bien vous avez reçu des propositions pour des cultures biologiques? Déjà actuellement, au niveau de la région, on a commencé à travers 2 hectares au niveau de la région. C'est ça. À titre pilote. C'est ça. Et je crois que, vu la marge que dégage ce genre de culture, c'est fort probable que dans le futur, Très bien. Très bien. Quand on dit fourrage, c'est des fourrages pour les bovins, je crois. Les fourrages, non, pas pour les bovins. C'est ici au niveau de la région, donc l'essentiel du cheptel qu'on a, c'est des camelins. Oui. À peu près, on a 40 000 têtes de camelins et on a 70 000 têtes de petits ruminants entre ovins et capras. D'accord. Donc, par contre, les bovins, nous n'avons pas un effectif élevé. Donc c'est pour tout type de... 800 têtes, au plus. Pas plus, d'accord. D'accord, très bien. Alors, une dernière question sur l'état des nappes de la région. Avez-vous une idée sur l'état des nappes phréatiques de la région? Donc, comme je vous ai dit, en ce qui concerne la nappe, qui fait l'objet de contrats de nappe dans la région d'Oued Dahab, c'est une nappe profonde, c'est une nappe qui se trouve à 600-700 mètres de profondeur. C'est les 1000 à 1500 hectares. Exactement. Oui. Dans le reste de la région, notamment la région d'Aousserd, dans la province d'Aousserd, donc une étude réalisée par l'ABH a montré qu'il y a une nappe phréatique qui est importante, mais ce n'est pas une nappe continue, c'est une nappe discontinue sous forme de poche d'eau. Très bien. Exactement. Donc, quand il s'agit de faire un forage ou quoi que ce soit, il faut toujours se concerter avec l'ABH pour trouver le bon endroit. Le bon endroit, d'accord. Exactement. Et en même temps, c'est une nappe, selon l'étude, qui peut être utilisée pour les besoins domestiques de la population ou autres, mais pour le côté agricole, on ne peut pas tabler sur de grandes superficies. Très bien, très bien. Merci beaucoup, c'est Khalid Yahlaoui, pour votre éclairage. Je rappelle l'essentiel. Donc, l'État lance ce projet inédit qui s'étale sur plusieurs années. À l'origine, au départ, il y a une station de production d'énergie éolienne qui alimente donc une station de dessalement d'eau de mer qui produit à son tour de l'eau dessalée destinée essentiellement à l'irrigation, mais également un peu d'eau potable, 7 millions de mètres cubes par an. Le prix de revient, le coût de cette eau est probablement plus bas que tout ce qui est produit par dessalement au Maroc. L'État a construit également des canalisations sur une longueur de 130 km entre la station de dessalement et le périmètre irrigué qui se trouve dans la commune de Bir Anzaran. Oui. Ce périmètre irrigué va entrer probablement, Inch'Allah, en production au deuxième semestre de l'année 2025
Inch'Allah, on aura la première production à l'hiver 2025-2026. La production sera entre 70 et 75% réservés aux primeurs. Exact. Et pour le reste, à des fourrages ou à des cultures biologiques. Exactement. 140 lots ont déjà été attribués et il reste 79 lots qui sont en cours d'attribution par voie d'appel d'offres, sachant que vous avez reçu des demandes dépassant largement l'offre disponible. Exact. Merci beaucoup. Shukran, c'est Khalid Alaoui. Merci pour vos propos, pour leur précision et pour l'intérêt de vos propos et cet éclairage que vous nous avez donné. Merci à vous. Mariage mer désert, une variété de plages au charme unique, des conditions climatiques favorables. Aujourd'hui, Dakhla est une destination touristique unique et exceptionnelle. Un élan touristique sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui avec notre invité plateau, M. Mehdi Benani, directeur général de l'hôtel Bavaro à Dakhla. Bienvenue M. Mehdi, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, première remarque, pas question, mais remarque, quand on arrive à Dakhla, la première chose qui nous frappe, c'est d'abord le nombre très important des chantiers d'hôtels actuellement, aujourd'hui, en cours. L'élan est là. Comment l'expliquer, M. Benani? Déjà, ça montre qu'il y a énormément de potentiel dans la région de Dakhla. Ça montre que non seulement les Marocains, mais également les investisseurs étrangers pensent qu'il y a énormément de potentiel. Donc on voit plusieurs chantiers, non seulement ça, mais de l'espoir pour la région. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on espère voir dans le futur. On espère un bel avenir pour Dakhla. Et puis voilà, pour les chantiers, on voit qu'il y a ce potentiel. Et puis voilà. L'hôtel Bavaro, il fait partie de ces projets projets hôteliers qui ont effectivement vu le jour à Dakhla. Question simple, directe, pourquoi Dakhla? Dakhla parce que on voit encore une fois, moi personnellement, j'ai fait mes études à Montréal, au Canada. Et puis une fois sorti d'école, j'ai vu que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les sorties d'école. Et Dakhla, c'est une région qui donne l'opportunité aux jeunes d'exploiter leur potentiel au maximum. Et j'ai pris cette opportunité, ce risque de venir sur Dakhla. Mais je ne regrette pas du tout. Franchement, c'est un risque qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est non seulement ça, mais également une très belle expérience. Ça permet aussi non seulement de me voir grandir, mais de me voir grandir avec la région de Dakhla. Je vois tous les jours. Aujourd'hui, comparé à l'année dernière, on voit énormément de projets qui se sont concrétisés. Plusieurs personnes qui me disent qu'également il y a 5 ans, il y a énormément de changements. Et en effet, je le vois par ma propre expérience. Énormément de choses, comme on a dit, des chantiers qui sont en cours, mais pas mal de projets qui ont terminé et qui sont en pleine réussite. Et moi, ça m'a permis également de développer pas mal de choses. Et je ne peux être que fier de cette région et d'être ici. Dans la Perle du Sud, on va parler chiffres, on va parler performances touristiques de Dakhla, qui en disent long d'ailleurs sur l'attractivité de cette ville. Plus de 300 000 nuitées ont été enregistrées en 2023, mais majoritairement pour le tourisme international. Pourquoi, à votre avis, M. Benani, il y a ce décalage de chiffres entre arrivée de touristes nationaux et de touristes étrangers notamment? Déjà pour moi, il faut voir que donc nous on a 3 hôtels et donc on voit plus de résidents marocains
ou des Marocains résidents étrangers qui viennent. Donc l'inverse, tout l'inverse. Exactement, exactement. On en voit plus. C'est clair qu'on s'attend sur l'avenir de recevoir beaucoup plus d'étrangers. On s'attend que la région offre un certain marketing territorial pour élargir la promotion de la région à l'échelle internationale. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous voyons plus de résidents marocains et de Marocains résidents étrangers venir éloger chez nous. Ce qui est bien évidemment pour nous est une fierté. On veut que le peuple marocain ait confiance en le Sahara marocain et qui viennent voir le potentiel que la région a à offrir. Votre hôtel à Bavaro, vous offrez une expérience de luxe. Et donc on voit aussi, quand vous dites que vous recevez plus de Marocains que d'étrangers, que donc il y a cet engouement pour le luxe. Donc même de la part des Marocains, c'est ça? En effet. Mais non seulement ça, Dakhla aujourd'hui n'est pas seulement... on ne voit pas Dakhla que pour le luxe, mais pour d'autres activités. C'est la région du Kite. Et donc, mais nous, en effet, on offre ce standing de luxe à l'hôtel Bavaro, à l'hôtel Touloum également. Et donc oui, on voit que le Marocain aussi également aime le luxe. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui, en effet. Le Marocain a un standing et ça le montre, on le voit tous les jours. En effet. Autre question, et là ça concerne l'actualité, dernière actualité, il y a Ryanair, la compagnie low cost qui a annoncé l'ouverture de 2 nouvelles liaisons aériennes entre Dakhla et l'Espagne, 2 nouvelles routes donc, qui seront lancées officiellement à partir de janvier 2025. Qu'est-ce que cela signifie d'après vous, M. Benani, pour le secteur hôtelier, peut-être même pour Bavaro, pour votre hôtel à vous? On l'attendait, on l'attendait énormément. Aujourd'hui, il est clair qu'il manque des lignes aériennes sur Dakhla, il faut se le dire. La connectivité de Ryanair va permettre énormément de choses sur la région. Voilà, comme je le disais, on l'attendait. C'est une très bonne chose. On est très content. Et ça va nous permettre, encore une fois, d'élargir la clientèle qu'on reçoit. C'est un début. C'est un bon début et on s'attend encore à pas mal. Est-ce qu'il y a peut-être de nouvelles routes qui soient ouvertes dans l'avenir? On l'espère, franchement on l'espère, on attend que ça. Encore une fois, Dakhla est une perle et elle se mérite et il faut que le monde puisse avoir la chance de découvrir cette région. Certainement. C'est joliment dit d'ailleurs. Autre question, M. Benani. Aujourd'hui, le tourisme d'exploration, qui est peut-être même la marque de Dakhla, il bat son plein aujourd'hui dans la ville. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait aussi voir éclore d'autres types de tourisme, à savoir peut-être le tourisme d'affaires ou bien le tourisme culturel à Dakhla? Il le faut. Il faut s'attendre à tout type de tourisme sur Dakhla. Le tourisme d'affaires, déjà pour moi, il se fait déjà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets qui Ici même au Palais des Congrès. Exactement, déjà. Il y a beaucoup de projets qui se concrétisent, beaucoup d'entreprises extérieures qui viennent sur Dakhla pour concrétiser les projets. Donc on voit du monde qui veulent venir et investir dans la région de Dakhla. Et encore une fois, il le faut. Il nous faut ce genre de personnes et on les attend encore à bras ouverts. Ils sont la bienvenue et on est là aussi pour leur montrer le potentiel que la région de Dakhla a. Et donc, ils ne sont que la bienvenue à bras ouverts. Il est incontestable qu'aujourd'hui, Dakhla et la région plus globalement regorgent de potentialités pour les investissements, que ce soit pour le tourisme ou autre. Nous faisons bien ici de le souligner, mais encore faut-il s'arrêter sur ce qui ne va pas, encore faut-il s'arrêter sur ce qui pourrait être amélioré. Et là, ma question, quels sont aujourd'hui, selon vous, les défis du tourisme dans la région de Dakhla Ouattara? On en parlait justement. La connectivité aérienne est un gros défi du tourisme sur Dakhla. En effet, la connectivité de Ryanair est une très bonne chose pour la région, mais
il manque encore pas mal de lignes aériennes vers Dakhla. Ryanair nous montre aujourd'hui qu'il est possible et c'est une très bonne chose, mais on s'attend à plus et franchement on a aujourd'hui l'espoir de pouvoir voir plusieurs lignes aériennes, plusieurs destinations, plusieurs populations venir sur Dakhla et même eux on les attend aussi à bras ouverts énormément. Merci beaucoup M. Benani pour ces éclaircissements, pour votre lecture qui est très intéressante. Merci d'avoir honoré notre invitation. Chers téléspectateurs Medja 24, je vous laisse à l'instant avec un reportage réalisé par notre équipe qui retrace cette embellie touristique que connaît la ville de Dakhla. السياحي اللي توجد خارج المدينة هي كثيرة، وكيف تعرفوا عن داخلة مؤهلاتها بالأساس هو الشريط الساحلي الطويل المتنوع. عندنا خليج وادي الذهب وكذلك المحيط الأطلسي. حباها الله هذه الجهة شريط ساحلي طوله تقريبا 700 كيلومتر ومتنوع، يعني شواطئ متنوعة فيها الليفاغ وفيها كذلك الشواطئ يعني اللي تصلح للاستمتاع بالشاطئ والسباحة. نذكر كذلك لادين بلونش أو الغريد. الغريد هي منطقة هي فينومين، يعني ظاهرة طبيعية نعرف عن الكثبان الرملية تتحرك مع الرياح وعوامل تعرية، وهذا كثيب يوجد وسط خليج وادي الذهب، وعند المد يعود جزيرة. كذلك جزيرة تروك الغنية عن التعريف، اسمها يعني التجاري هي ليل دي دراغون لأن عندها فورم دي دراغون، واسمها الأصلي هو جزيرة تروك. وكذلك عندنا لا سورس شود اللي هي حامة الرقية. الناس كذلك تستمتع بالمياه الطبيعية ذات حرارة عالية، وعندها هناك البعض اللي يقول عندها يعني علاجية، تستعمل العلاج العديد من أمراض الجلد. كذلك عندنا لارير بي اللي هو المناطق الداخلية كبيرة جدا وواسعة، يوجد العديد من يعني العديد من المستحاثات الجرافير ريباستر، هذه النقوش الصخرية. هذا مازال ما هم غير مستغل، ولكن هناك العديد من البرامج. وزارة الثقافة قامت بجرد هذه المواقع، عندهم يعني جردها جميع المواقع، ولكن يلزم دراسات وكذلك تسوق هذه المواقع من أجل الاستفادة كذلك من هذه سياحة الاستكشاف. كذلك لابد أن نتكلم عن سوخة إمليلي، شاطئ بورتوريكو. سوخة إمليلي اللي هي كذلك ظاهرة طبيعية، توجد العديد من أنواع الأسماك وسط الصحراء، وهذا غريب، وهذا موقع ذو جذب سياحي. شاطئ بورتوريكو كذلك هو شاطئ ممتد على رمال بيضاء، ويعني وكوفر دافي، ودائما يصلح للسباحة من يعني من المواقع الجميلة جدا ويزورها السياح. بالنسبة مستقبلا هناك العديد من المشاريع
مثلا مشروع لو سونتر دانتربريتاسيون ديال حياة البدوية اللي يقدم في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية اللي قدم أمام أنظار صاحب الجلالة. نتوخاو منه كذلك عنه يعود متحف، يعود موقع جذب سياحي، لأنه سيكون إن شاء الله هو متطور. هناك العديد من البرامج بين المتداخلين في القطاع، وبالأخص أخص بالذكر القطاع العمومي. هذه البرامج داخل في السياحة الطبيعية والسياحة البدوية الطبيعية، وكذلك سياحة الاستكشاف. ويبقى الأكيد عن السياحة الرياضية، هي الرافد الأول، هي المنتوج الأول لجهة الداخلة والذهب، وفضلها عاد معروفة وعاد وجهة سياحية. ولكن هذا لا يمنع أننا نستغل المنتوجات الثانية فيما يخص السياحة الصحراوية وسياحة الاستكشاف. J'ai découvert Dakhla par les émissions concernant les sports extrêmes. J'avais aimé le site en fait par rapport au côté sauvage, comme quoi il n'y avait pas encore vraiment le tourisme qui était vraiment imprégné. Et dès qu'on a eu l'opportunité de venir, on s'est dit allez c'est parti. Et là maintenant qu'on y est, c'est juste magique, incroyable. Tout est comme on avait vu à la télé, tout encore à l'état sauvage. Rien à redire. On en prend plein les yeux, c'est magnifique. كما كيعرفوا الناس وتعرفوا الجميع، عندنا دي سيركوي اللي كنقوموا بهم هنا في جهه الداخله والذهب الغنيه عن التعريف. عندنا مثلا بلاج بورتوريكو اللي حنا فيه كنتواجدوا فيه حاليا، صافو دير بورتغيش، باب الغني. كانوا كيصيدوا فيه الصياده في بكري في الاول، كان احتلال سبريوني، ومشاو تحولوا لفومبير، تما فين حولوا الصياده النهار الاولاني، من تما مشاو لسارقه. هنا بقى ليسباس بلاج سوفاج كيجيو الناس كيدوزوا فيه النهار، وكيتعتبر من احسن البحورات في المغرب، بالمزايا ديالو انه كاين اسباس شاسع، وما كاينش داكشي ديال الزحام ولا الصداع ولا شي حاجه اللي غتبرطك في راسك، فهمت يعني. كدوز واحد النهار اللي زوين. عندنا سبخه امليلي عندنا هي بعيده على البحر 140 كيلومتر وهابطه او نيفو دو 15 كيلومتر. كاينين تما جيوب مائيه عباره على حوتات صغيورين نوع تيلابيا اللي كاين في غينيا استوائيه، وتما كاينه 160 عين اللي كاينين خارجين حتى سبخت انت والثالث. درجه الملوحه ديالهم كتعادل البحر 3 المرات، تري صالي. عندنا لادين بلونش هي واحد التله او الغريد، ما يسمى بالغريد، تله بيضاء جات في واحد المنطقه فيها لو توربين كيدور فيها الريح، كتكون بعامل الرياح من ظاهره طبيعيه من عند الله. وذاك البحر اللي كيعمر، واخا كيعمر عليها كتبقى هي الفوق ستابل، كيدوز البحر كيعمر كيخرج حتى للشانطي. الشانطي هذيك علاش سمات هو الذهب، لانه الداخله كما يعرف الجميع عندها شانطي واحد. الناس كتبغي تدخل بكري كيقولوا واش الواد ذهب، زعما واش البحر ذهب. هو راه بحر، حيت الداخله داخله ب 40 كيلومتر في البحر، مهرسه الجهد ديال لابلاج. هذاك لاطور اللي دايره بها البحر كيقولوا الواد، ونورمالمون هو بحر. هذاك خليج هو الذهب، هذيك الشيء سمات الداخله والذهب. عاد عندنا واحد لا سورس اللي هي كبريتيه، درجه ديال الحراره ديالها 38 درجه الحراره، خارجه من باطن الارض، كتخدم افيك اون بومب. كيجيو الناس كيديروا واحد التيو ماساج بريسي، كيديروا ماساج بهذاك الماء وكيستافدوا من داك الماء ديالو. غير هو الديفو اللي كيديروا الناس انهم فاش كيعوموا كيمسحوا بالفوطه. الا عمتي ومسحتي بالفوطه شي حاجه ما كاينه، خاصك توقف واحد شويه جنب داك الحيط تتنشف وابخي كتمشي. هادو من المناطق اللي كيزوروا الناس. عاد كاين دي سبوت اخرين ديال الصيد البحري، كاين الكايت سيرف، كاين الكواد، كاين الدغومادار، كاين الشوفال، كاين البوغي. والله ما يدار الواحد اللي عنده شي بروغرام وبغى يكتشف الداخله سيمانه كافيه. شكرا ومرحبا بكم جميعا، ونهار كبير هذا فاش تلاقيت معكم.
Ce jour du 23 septembre restera dans nos mémoires, acté dans nos mémoires, puisque la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, avec l'ensemble de ses composantes, est installée à Dakhla et démarre ses cursus de formation. La Fondation Mohamed VI, c'est le prolongement de l'État et elle a créé cette université qui est faite d'une faculté de médecine qui est très très importante pour la région, surtout pour la région de Oued Dahab. Une école des infirmiers de toutes les professions d'infirmiers paramédicales et une école d'ingénierie biomédicale. Dans notre écosystème, l'université est maintenant, au niveau de Dakhla, comporte trois aspects. Un, la formation des médecins, donc par le démarrage de la première année médecine. Deux, les sciences infirmières et professions de la santé concernent 5 filières qui vont démarrer en même temps. Et 3, les sciences de l'ingénieur qui concernent là aussi 2 filières ingénieurs et 2 filières licences par rapport à l'offre de formation. Pour l'université, nous espérons former pratiquement 150 étudiants médecine, sciences infirmières et ingénierie, ce qui nous donnera, avec une vitesse de croisière, pratiquement 2600 nouveaux étudiants par année dans les 5 prochaines années. La cité universitaire, la résidence universitaire de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé sera construite sur place. Il y aura une capacité de 600 lits avec un grand restaurant dont pratiquement les travaux sont déjà terminés. Nous aurons des résidences pour le personnel qui est sur place pour 150 places. 150 places seront donc ainsi dotées, plus 50 villas pour le personnel des enseignants. فيما يخص l'école d'ingénieurs تم افتتاح 3 شعب أو شعبتين دونك الأقسام التحضيرية المدمجة اللي هما 2 واللي غيتيحوا إن شاء الله الفرصة للطلبة المسجلين بالالتحاق بسلك الهندسة للحصول على دبلوم مهندس دولة في الهندسة البيوطبية ingénieur d'État en génie biomédical. J'ai le privilège et l'honneur de gérer la faculté des sciences infirmières et professions de la santé à la ville de Dakhla. L'offre de formation qu'on propose pour cette année 2024, cette année universitaire 2024-2025, se compose de deux départements, le département des sciences infirmières avec 3 filières, l'infirmier polyvalent, l'infirmier anesthésiste en réanimation et l'infirmier en bloc opératoire, et le département des sciences de rééducation et de réhabilitation à travers la kinésithérapie, sachant bien qu'on travaille en coordination étroite avec les structures de formation qui existent dans la région, dans le domaine de la santé. On a inauguré l'ouverture de la fac de médecine en recevant nos étudiants. Une centaine, on leur a parlé de ce qu'on appelle la conférence des méthodes, c'est-à-dire qu'est-ce qui les attend durant toute l'année comme études, examens, moyens, bibliothèques et tout le reste. Nous allons avoir une centaine d'étudiants, la majorité c'est des filles, 76% de tout le Maroc. Nous allons avoir aussi quelques enfants d'Afrique, puisque vous savez que maintenant le Maroc il a son prolongement, il a ses racines au niveau de l'Afrique et il prend pratiquement, puisque c'est un pays francophone, il prend pratiquement la relève de la formation puisque les enfants africains veulent faire des études au Maroc et ne plus le faire en Europe. Ce projet vient couronner un effort qui a démarré, ça fait 1 an et demi, à travers la Fondation Mohamed VI, qui a œuvré à travers son université Mohamed VI des sciences de la santé pour mettre en place cette structure universitaire qui vient renforcer la formation des professionnels de santé dans le domaine de la santé. الجامعة إن شاء الله غتتيح مجموعة من التخصصات à travers les 3 établissements, donc la faculté Mohamed VI de médecine, l'école supérieure Mohamed VI d'ingénieurs sciences de la santé et la faculté des sciences infirmières et professions de la santé de Dakhla. التخصص الثاني هو تخصص إجازة للراغبين في الحصول على diplôme technicien en maintenance et génie biomédical. Le gouvernement de Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, a décidé pour les 12 régions du Maroc de doter chaque région d'un hôpital et d'une université. Pour la 2e région qui est Dakhla Oued Dahab, cette action a été donnée pour la Fondation Mohamed VI qui aujourd'hui évidemment non seulement construit l'université
construit les résidences universitaires, mais construit un grand hôpital hospitalo-universitaire qui va drainer les malades pour toute la région du Sud. Et in fine, dans 2 ans, lorsque ce centre hospitalo-universitaire sera évidemment prêt, il drainera pratiquement 100 000 patients par an. C'est énorme. Un service d'urgence qui drainera 100 malades par jour, 3 salles d'unités de soins intensifs pour répondre aux besoins d'urgence, un SAMU et particulièrement 4 ambulances qui vont faire le tour un peu pour drainer les malades vers l'hôpital et plusieurs salles de consultation. Et in fine, il y aura pratiquement 120 000 consultations par an. Donc on est content aujourd'hui d'avoir quelque chose d'un écosystème intégré où on aura l'IRM, on aura la TDM, on aura tous les appareils sophistiqués, mais à côté on aura aussi la bioinformatique, on aura l'ingénierie biomédicale qui permettra, avec nos moyens propres, d'assurer Donc on est bien aujourd'hui dans un complexe hospitalo-universitaire intégré, complet, qui au bout de 2 ans à 3 ans et demi sera opérationnel. دونك المشروع او الجامعه هي فرصه للشباب ديال جهه الدخله والذهب من اجل الاعداد والاستعداد ديالهم لتنميه المنطقه ان شاء الله. Plus de 200 000 habitants sont installés aujourd'hui dans la région de Dakhla Ouad Dahab. D'après le dernier recensement, ce chiffre va augmenter davantage selon les prédictions des experts. Qui dit croissance et boom démographique dit forcément un accompagnement qui doit passer par les secteurs sociaux, à savoir l'éducation et la santé. Dans ce dernier domaine, par exemple, plusieurs projets sont annoncés selon le président du conseil de la région qui y a fait une interview pour Média 24, dont le secteur privé. Plusieurs projets sont annoncés, notamment 2 inaugurations importantes, à savoir le site de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et la clinique internationale de Dakhla qui a été inaugurée récemment par le groupe Actital. Avec nous aujourd'hui pour se rapprocher de cette dynamique régionale, Madame Amel Raji, directrice pôle développement chez Actital. Bonjour Madame Amel, bienvenue. Bonjour Absma, merci. Première question, donc comme on vient de le souligner, Actital vient d'étendre aujourd'hui ses services à Dakhla. Ma question est la suivante, qu'est-ce qui fait qu'un groupe privé de la santé il vient s'installer dans une région comme Dakhla Ouad Dahab? Alors laissez-moi vous dire d'abord que l'inauguration de la clinique internationale de Dakhla il marque une grande fierté pour le groupe Actital. L'événement il a été vécu avec une profonde émotion au niveau de toute l'équipe. Alors pourquoi Dakhla, pourquoi Actital à Dakhla? Donc d'abord il y a, je pense, et comme vous le savez, il y a une vision royale, claire, qui vise à promouvoir la région de Dakhla Ouad Dahab, initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette vision, là, ces orientations, ils reposent sur des directives stratégiques. On voit pas mal de projets structurants dans la région. On voit que l'infrastructure, il connaît un développement qui est important. On voit aussi des incitations gouvernementales qui visent à renforcer les investissements dans la région. Donc, juste après le discours royal je pense, le 47e anniversaire de la Marche verte, il y avait cette volonté royale de développer et inciter les investissements à Dakhla. Donc, juste après, nous avons pris la décision de lancer un chantier au niveau de la ville de Dakhla. Et voilà, 2 ans après, on est là. Aujourd'hui, le groupe vise à avoir une expansion au niveau de son réseau, au niveau de toutes les villes. Il y avait un certain choix dans un premier temps au niveau des villes du Nord. Aujourd'hui, la clinique à Dakhla, c'est la première clinique de la région du Sahara marocain, mais ça ne va pas être la dernière, Inch'Allah. On donc est sur comptez justement Inch'Allah. À Guilmim. À Guilmim, oui, dans pas longtemps, dans un futur proche. C'est-à-dire dans pas longtemps?
Dans quelques mois. Dans quelques mois. Dans quelques Très mois. bonne nouvelle. Madame Hamel, face à la pénurie, mais aussi à la mauvaise répartition des professionnels de la santé entre les régions du Maroc, est-ce que le groupe Acdital, en s'installant à Dakhla, n'a pas rencontré des difficultés pour justement recruter le corps médical ici, à la clinique? Je ne vais pas dire que c'était simple. On sait très bien que la concentration, vous l'avez bien dit, c'est au niveau des villes comme Casa, Rabat, Tanger, les grandes villes. Nous avons essayé de recruter dans un premier temps, par ordre de priorité, les médecins marocains des différentes spécialités. Nous sommes partis les chercher aussi à l'étranger. Nous avons fait pas mal de forums à Paris pour essayer d'attirer ces talents-là et ces compétences vers le Maroc et vers des villes aussi comme Dakhla. Et après, en troisième lieu, nous avons essayé aussi de fidéliser des médecins qui sont nos concitoyens du continent africain, des Tunisiens, des Maliens, du Niger. Donc, pas que des médecins. Non. Par exemple, là à Dakhla, vous allez trouver un radiothérapeute qui vient de Mali, un anesthésiste qui vient du Niger, des Tunisiens avec différentes spécialités. C'est vrai, c'est une difficulté, mais nous nous sommes donné les moyens pour y arriver. Donc, et en gros, vous comptez combien de médecins à la clinique internationale de Dakhla? Alors, les médecins qui sont permanents, c'est-à-dire des médecins réanimateurs qu'on va trouver à la clinique H24, les médecins oncologues, radiothérapeutes, biologistes, radiologues, aussi des spécialités comme la neurochirurgie, le médecin cathétériseur. Pour ces médecins permanents, allez, on va dire, on est sur 20 à 25 médecins. Après, nous travaillons avec les médecins publics ou privés qui sont dans la ville, dans les régions. Ils sont les bienvenus pour utiliser nos plateaux techniques et prodiguer des soins de qualité aux patients. Dakhla, c'est aussi une proximité avec l'Afrique subsaharienne. La région de Dakhla, donc peut-être aussi une destination pour cette communauté désirant de se faire soigner, une sorte de tourisme médical. Est-ce que c'est une optique que le groupe Acdital considère aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le positionnement de Dakhla, c'est un positionnement qui est stratégique. C'est, on va dire, le trait d'union entre l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà une convention, par exemple, avec la Mauritanie. Nous accueillons des patients qui viennent dans les différentes villes du groupe. Aujourd'hui, je pense que c'est plus simple, bien plus facile de venir à Dakhla, comme il y a la voie terrestre. Il n'y a pas que la Mauritanie, il y a le Sénégal, il y a d'autres pays subsahariens. Ce qui fait de Dakhla aujourd'hui une ville qui est très intéressante pour en fait ce lien entre l'Afrique du Nord, le Maroc notamment, et les pays subsahariens. Est-ce qu'on a la capacité pour accueillir ce nombre important de patients, notamment même les patients venant de l'Afrique subsaharienne? La capacité, oui, parce qu'aujourd'hui la clinique elle est dotée de 113 lits, avec 19 fauteuils de chimiothérapie, des lits en soins intensifs et de réanimation. Moi, j'aimerais dire que la capacité est là. Après, si on a un besoin additionnel, pourquoi pas une extension? Pourquoi pas aussi orienter ces patients-là vers des villes? On va ouvrir bientôt à Guelmim, par exemple. Donc, la capacité, moi, je dirais qu'on va trouver toujours les moyens pour accueillir ces patients-là. Dernière question, Madame Hamel. C'est une idée qui est généralement très reçue. On pense généralement que le privé, il est là pour remplacer le public. Quel est votre positionnement? Quel est le positionnement du groupe Acdital face à cette image qui est généralement reçue? Ça reste une image, je pense que c'est loin d'être une réalité. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, c'est un ministère pour le public et pour le privé. C'est beaucoup plus une relation de complémentarité qu'une relation de remplacement. Oui. Notamment, par exemple, à Dakhla, aujourd'hui, Acdital il offre des services qui sont complémentaires à l'offre de services du public.
notamment le centre de cardiologie. On a une salle de cathétérisme. Aujourd'hui, c'est la première au niveau de la ville. Nous avons un centre d'oncologie avec 19 fauteuils de chimio et un accélérateur de radiothérapie. Moi, je pense que c'est beaucoup plus vers une complémentarité qu'un complémentarité et synergie plutôt que concurrence et remplacement. Merci beaucoup, Madame Amal, pour cet échange très intéressant. Nous avons certainement beaucoup appris sur l'investissement du privé dans la santé. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Merci, Madame. Le potentiel de la Perle du Sud et les provinces. Notre tour des régions à Dakhla prend officiellement fin. Durant ces 2 jours de diffusion, ensemble, nous avons exploré les potentialités de l'investissement, tout secteur confondu, dans la région de Dakhla Oued Dahab. La dynamique régionale est là. On atteste les différents témoignages des responsables et des investisseurs qui, aujourd'hui, ont les yeux rivés sur la région. Bien sûr, des défis existent, mais une fois relevés, ces défis vont permettre d'exploiter pleinement le potentiel de la Perle du Sud et les provinces avoisinantes. Notre tour des régions ne s'arrêtera pas ici, d'autres étapes sont à venir. Je vous dis alors à la prochaine région.